Je vais le mettre en... Oui, c'est bien, là, on le voit. Ah oui, là, on le voit en mode diapo. Parfait. Ben, écoutez, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Là, c'est une petite capsule. Donc, je me présente, Geneviève Leduc, psychologue clinicienne en pédopsychiatrie au CHU Sainte-Justine. On m'a demandé de vous présenter, de vous parler brièvement de la thérapie comportementale dialectique. Puis, j'accroche sur le brièvement parce que je pense que c'est un peu mission impossible. Mais bon, on m'a demandé d'essayer peut-être de voir comment est-ce que je pourrais vous transmettre certains éléments que je trouvais plus essentiels. Puis je l'ai pris sous cet angle-là. Donc, l'angle clinique, de dire qu'est-ce qui, dans la thérapie comportementale dialectique, qui est l'acronyme français, en français, pour Dialectical Behavioral Therapy, ce qu'on entend plus souvent, le DBT. Moi, j'ai décidé de prendre l'angle clinique pour vous dire qu'est-ce qui, dans cette approche-là, je trouvais comme principe fondateur ou comme outil particulièrement pertinent, puis qu'on peut utiliser même si on n'est pas en thérapie DBT. Donc, j'avais envie, dans le fond, de vous transmettre un petit peu ce qui en était de mon côté. Vous partager. Donc, je n'ai pas de déclaration de conflit d'intérêt à faire aujourd'hui. Si je regarde avec vous les objectifs de la capsule de formation, c'est pouvoir peut-être identifier pour ceux qui ne connaissent pas là, ce qu'est la thérapie comportementale dialectique et à qui elle s'adresse, comprendre certains principes fondateurs, leur utilité clinique, puis des exemples de compétences TCD que je vais illustrer par un cas clinique. Alors, simplement pour vous situer, là, la DBT, c'est vraiment une thérapie cognitive comportementale que l'on dit de troisième vague. Ceux qui connaissent ça, bon, savez qu'il y a une première et une deuxième vague qui était peut-être plus euh, avec un volet cognitif. Et c'est une thérapie qui a été développée et conceptualisée par Marsha Linehan, psychologue américaine, fin des années 80, début 90. Puis, elle s'est vraiment intéressée à intervenir auprès de femmes qui étaient chroniquement suicidaires, qui avaient des diagnostics de TPL, et elle se rendait compte que les modalités thérapeutiques mises en place étaient infructueuses. Donc, dans la troisième vague, on parle vraiment d'une place prépondérante au processus émotionnel plutôt que cognitif, beaucoup centré sur la reconnaissance, l'exploration active des émotions. On utilise également beaucoup comme élément central la pleine conscience qu'on appelle mindfulness. Donc, de dire que dans le ici et maintenant, on est en mesure d'identifier mieux ce qui se passe en nous au plan émotionnel, sensation ou cognition. Puis, c'est une place importante qui est faite à la relation thérapeutique. Comme je vous disais, ça s'adresse vraiment à des personnes qui présentent des problèmes de dysrégulation au plan émotionnel. Donc, bien sûr, on va penser rapidement aux personnes qui ont des troubles de personnalité limite, mais maintenant, vous allez voir au niveau des données probantes, il y a de plus en plus de conditions là, qui peuvent être vraiment aidées avec la DBT, mais c'est sûr que prioritairement, ça s'adressait à des gens qui ont des comportements impulsifs ou à risque pour la santé. On parle de gestes suicidaires, d'automutilation, abus de substances, troubles alimentaires, troubles de l'humeur, j'en passe. Et comme je vais le décrire un petit peu plus, c'est basé sur la théorie biosociale. Ça utilise des stratégies TCC là, comme outil de travail d'apprentissage. Puis ça s'appuie sur la philosophie dialectique dont je vais brièvement vous mentionner tout à l'heure. Et ça fait une place importante à ce qu'on appelle la validation de l'expérience. Donc, c'est centré autour de ces éléments-là que je vais un peu plus vous illustrer ce qu'il y en est, puis comment moi, je trouve que c'est pertinent. Très rapidement, là, je ne veux pas perdre de temps, mais vous dire un peu à Sainte-Justine, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins cliniques. On était plusieurs professionnels prises avec des impasses, avec des jeunes qui faisaient des portes tournantes à l'urgence, des gestes suicidaires chroniques graves, brève hospitalisation. Donc, on est quelques-uns là, à avoir pris la formation avec Marsha Linehan en 2013, qui est une formation pour adultes, parce que la DBT, au départ, a été conçue pour adultes. Et par la suite, on a pris une formation avec Alec Miller, qui est le psychologue qui a fait l'adaptation pour les adolescents. Puis, il a adapté, si vous voulez, là, les modalités thérapie pour ados. Donc, nous, à Saint-Justine, on a mis en place des groupes parents-ados.
On met ça sur une durée de 20 semaines avec en parallèle des thérapies individuelles pour les adolescents. Puis des rencontres de supervision d'équipe qui sont super, super importantes parce que c'est des jeunes qui suscitent beaucoup de réactions ou d'impasses thérapeutiques. Donc, le support de l'équipe est super important. Une vignette clinique, dans le fond, je vais vous la présenter. K, c'est une jeune fille de 17 ans et demi qu'on a vue, qui a été suivie en DBT à l'heure un diagnostic initial de TCA, restriction hyperphagie en alternance et trait TPL en émergence, avec des enjeux familiaux importants, plusieurs visites à l'urgence et des suicidaires, puis gestes sérieux aussi, hospitalisation jusqu'à 3 en pédopsychiatrie. Usage de substances, une base vraiment régulière, cannabis, mais avec des petits épisodes qu'elle-même appelait des binge drinking là, la fin de semaine, à certains moments qui avaient quand même leur incidence. Puis, évitement scolaire, et on a vu en cours de suivi l'implication de CAF et des PJ, puis un placement qui a été même demandé par la jeune en cours de suivi. Donc, ça, c'est pour vous illustrer un peu à quel genre de jeunes peuvent intégrer le groupe. Puis, les objectifs plus spécifiques, c'est vraiment d'amener les personnes qui souffrent de dysrégulation émotionnelle et de comportements autodestructeurs à mieux réguler leurs émotions, puis adopter éventuellement un mode de pensée plus dialectique. Je vais vous en parler, mais ça veut dire essentiellement être moins dans les extrêmes. Ce sont des jeunes qui sont souvent dans le tout ou rien. Quand je dis jeunes, ben, pour moi, c'est une chronologie. Là, on retrouve ça chez les adolescents, chez les adultes, bien sûr. Donc, de prendre conscience aussi davantage de ce qui se passe en eux, autour d'eux. Il y a souvent beaucoup d'évitement de ressentir les choses. On est dans le mode d'agir les choses. Intégrer la validation et l'auto-validation, je vais vous en reparler. Puis, l'apprentissage des nouvelles compétences en DBT, c'est vraiment pour essayer de dire comment est-ce qu'on peut changer les réponses, si vous voulez, à la détresse interne là, et diminuer ces comportements-là à risque. Donc, il y a comme des priorités en DBT dont je vais vraiment vous reparler tout à l'heure, mais on cible les comportements qui menacent la vie d'abord, puis ensuite qui peuvent interférer avec la thérapie et qui affectent la qualité de vie, bien sûr. Donc, pour vous parler un petit peu de la théorie biosociale qui est le fondement, si je vous en parle, c'est que c'est toute la notion de la validation qui découle de ça. Donc, on parle de l'idée qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle à la base chez l'enfant, qui est en interaction avec un environnement qu'on va qualifier d'invalidant, puis qui amène ensuite des enjeux de dysrégulation émotionnelle. Donc, quand on parle d'une fragilité biologique, c'est qu'il y a des enfants pour qui il va y avoir une plus grande réactivité aux stimuli, chez qui on va avoir une forte intensité de la réponse émotionnelle, puis il va y avoir un retour très lent au niveau de base. Donc, c'est des jeunes qui vont souvent réagir avec intensité. Puis un événement invalidant, à ce moment-là, ça pourrait être que le milieu s'adapte peu ou mal ou pas du tout, mais difficilement, en tout cas, aux demandes accrues puis intenses de l'enfant. Donc, ça pourrait être de dire, ben, calme-toi, tu t'énerves toujours pour rien, c'est toujours ton bien intense. Donc, le milieu s'attarde beaucoup au comportement plutôt que aux émotions sous-jacentes. Puis c'est là-dessus souvent qu'ils en arrivent comme enfants, adolescents et éventuellement adultes à ne plus se fier à ce qu'ils ressentent, à ne plus, à s'auto aussi invalider beaucoup dans leurs émotions ou même penser de ce qu'ils peuvent, ils n'arrivent plus à se fier à ce qu'ils ressentent parce que les messages qu'ils ont reçus de l'environnement, c'était que effectivement, c'était soit trop intense ou bien parfois pas modulé. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là, dans la formation avec Marshall et Nan, c'est qu'elle nous expliquait un petit peu comment elle est arrivée à développer et à conceptualiser l'approche. Puis, c'est ce qui en est venu aussi à adopter une approche dialectique, à intégrer la dialectique. C'est-à-dire que pour Marsha, ce qu'elle nous expliquait, c'est que si elle essayait d'être dans un mode de thérapie orienté vers le changement, donc résolution de problèmes, on trouve des stratégies, ben, les personnes allaient se sentir invalidées au niveau de leur identité, puis les symptômes ne diminuaient pas, puis il n'y avait pas nécessairement d'amélioration. La même chose, elle nous semblait nous dire si elle orientait que sur l'acceptation de la situation. Donc, on
reconnaît ce qui se passe, on accepte ce qui se passe, mais à ce moment-là, il pouvait aussi avoir un sentiment d'être invalidé. Ce qui fait qu'elle en est arrivée un peu à une position dialectique de dire comment est-ce qu'on peut concilier deux réalités qui sont opposées, qui existent en même temps, qui créent une tension par défaut, on est toujours dans un ou l'autre. Alors, la dialectique dans l'approche DBT est plus de dire comment est-ce qu'on peut faire un processus de synthèse entre l'acceptation de la situation, de la réalité telle qu'elle est et également tendre vers le changement. Donc, ce n'est pas de dire on oppose l'un ou l'autre, mais bien l'un et l'autre coexistent en même temps. Donc, on essaie d'accepter la personne telle qu'elle est dans le moment présent, mais tout en l'accompagnant dans le processus de changement puis en trouvant l'équilibre à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je vous ai illustré, c'est comment on peut être dans un mode de validation des émotions, des pensées, des sensations ressenties par la personne et en même temps être en mode de résolution de problèmes, mais pas que. Donc, c'est de trouver l'espèce d'équilibre entre les deux qui devient en fait la position dialectique. Et ça, moi, je trouve que c'est riche parce que souvent, ça nous ramène, des fois, on est en mode stratégie de résolution de problèmes, la personne se sent invalidée par rapport à ce qu'elle vit. Donc, comment on peut utiliser justement la position dialectique et la validation en clinique? C'est comment on arrive à communiquer en fait à la personne que ses émotions, ses pensées, ses comportements sont explicables, qu'ils ont un sens, qu'on peut le comprendre. En fait, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais sachez qu'il y a 6 niveaux comme de validation, d'intensité de validation. Puis, quand on parle d'invalidation, ça peut être très subtil. On peut faire intentionnellement ou non de l'invalidation. On en fait tous. Puis, ça peut être sur un mode verbal ou non verbal. Si quelqu'un parle, que je roule des yeux, oui, ça envoie un message. Mais parfois, ça peut être quelqu'un qui nous partage son anxiété, mais qu'on fait juste tout de suite être en mode, ben non, ça va aller, tu sais bien, il n'y a pas de problème. On vient un peu invalider sans le savoir. Bien sûr, ce dont je vous parle, c'est d'invalidation plus persistante, plus chronique ou d'espèces de va-et-vient qui vont faire qu'au fil des années, la personne se construit avec ces difficultés-là. C'est important de retenir, valider ne veut pas dire être d'accord ou accepter. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça veut pas dire qu'on accepte, par exemple, les comportements autodestructeurs. Au contraire, c'est notre cible prioritaire pour les diminuer. Par exemple, on peut valider la souffrance qui est derrière. Donc, c'est vraiment de se mettre en position de, comme je vous disais, de valider et reconnaître la présence de ces positions-là opposées qui coexistent et sont vraies en même temps. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous met tout en lumière la notion de clivage. Donc, parfois, ça peut être aidant dans le cadre de l'intervention de souligner ces éléments-là à la personne avec qui on se trouve en thérapie pour faire reconnaître à la fois à l'intérieur d'elle-même ces positions opposées qui existent en même temps. Et ça peut être aussi entre deux personnes, bien sûr, le thérapeute, le patient, sa famille, son environnement. Donc, ce n'est pas d'opposer des idées, c'est ce que je disais tantôt, mais plutôt privilégier le « et ». Telle position existe et celle-ci aussi, donc ça évite de polariser. Des exemples de ça par rapport à la jeune dont je vous parlais tout à l'heure, c'était de voir comment est-ce que, puis quand on valide, il faut toujours être authentique. Si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Mais ça peut être de dire, tu peux être à la fois souffrant et vouloir changer et sentir beaucoup d'ambivalence et de résistance en toi par rapport à ce changement-là. Donc ça existe et on puis au fil des semaines ou des mois qu'il l'a utilisé, ben, il a été efficace à faire ça. Ça pourrait être de dire c'est vraiment difficile pour toi et tu peux vouloir continuer à essayer malgré tout. On peut aussi les aider à reformuler en évitant les mots extrêmes, là, comme toujours, jamais, tout, rien. C'est des jeunes qui utilisent souvent des mots très extrêmes.
Donc, je vous parle comment on peut utiliser effectivement la dialectique puis la validation, puis les aider aussi, bien sûr, à reconnaître les biais de raisonnement. Donc, ça recoupe beaucoup d'autres modalités thérapeutiques, mais ce que je vous ressort davantage, c'est ce qui est mis de l'avant davantage en DBT, que moi, je trouve particulièrement utile, peu importe la thérapie que je vais faire. Si je voulais vous illustrer un peu plus concrètement en quoi qu'est-ce que ça concernait. Si je vous regardais dans la partie de gauche du tableau, ce qui est indiqué, ce sont les différents enjeux et problématiques que le DBT va cibler. Donc, si vous voyez en bleu la confusion d'identité, sentiment de vide, ce sont des personnes qui ont fréquemment, qui vont rapporter ça. Ça peut être aussi de l'impulsivité, les gestes suicidaires, comportements à risque. Nous, dans la version adolescent, il y a vraiment tous les conflits ados-parents et les défis familiaux qui ont été ciblés également. Les enjeux de l'habileté émotionnelle puis les problèmes interpersonnels par de l'abandon. Donc, si vous voyez à gauche, c'est les enjeux et problématiques qui sont priorisés par la DBT. Puis si vous voyez, oups, on va revenir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Désolée pour ça. Voilà. Donc, dans la partie de droite, ce que vous voyez, c'est les modules d'enseignement qui s'adressent spécifiquement à ces enjeux-là. Donc, les modules d'enseignement, comme je vous disais, nous, c'est sur 20 semaines qu'on les offre, donc à peu près là, un équivalent de 4 semaines par module. Donc, vous voyez des modules de pleine conscience pour les éléments de confusion d'identité, sentiment de vide, pour justement les aider à observer davantage ce qui se passe, reconnaître les sensations, les pensées et la pleine conscience, c'est vraiment d'observer sans juger. Donc, ça, c'est des choses qui sont souvent dans les modules de pleine conscience pour les aider justement à être moins soit dans l'évitement ou dans le jugement. Il y a un module qui s'appelle Tolérance à la détresse qui vraiment cible les comportements à risque, les crises, les gestes suicidaires, l'automutilation également. Le module Marcher vers le juste milieu, c'est vraiment le module où on parle de dialectique, puis on adresse les conflits parents-ados, les défis familiaux. Le module de régulation des émotions, ça vient vraiment cibler les enjeux de l'habileté. Et finalement, l'efficacité interpersonnelle, c'est pour les problèmes interpersonnels qu'on voit fréquemment chez ces jeunes-là. Et j'ai voulu, dans le fond, vous l'illustrer un peu plus avec la jeune dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce que ça veut dire, on enseigne dans le groupe parents-ados les différentes compétences. Dans la thérapie individuelle, à ce moment-là, on vient généraliser puis aller de façon plus spécifique sur travailler différents enjeux. Donc, dans son cas à elle, ce qui avait été identifié, c'est qu'elle était beaucoup dans le jugement et elle avait tendance à s'invalider énormément. Donc, on a beaucoup travaillé sur comment elle peut observer ce qui se passe, ne pas le juger, essayer de s'en tenir aux faits pour lui permettre d'être moins Puis elle avait tendance beaucoup à faire de l'évitement d'affect, donc d'éviter de ressentir ce qui était douloureux. Elle le mettait de côté, puis était plus à ce moment-là dans l'agir. Donc la pleine conscience aide un petit peu plus à essayer de reconnaître ce qui se passe. Pour le module de tolérance à la détresse, elle, une des choses qu'elle m'a dit qui avait été particulièrement utile, c'est qu'elle me disait, puis effectivement, elle avait beaucoup de ressources, elle était capable de mentaliser puis faire plusieurs liens, mais elle me disait que quand elle était prise et elle était en crise, que l'émotion prenait toute la place, elle n'arrivait plus à réfléchir et à mettre en place des stratégies qui auraient pu l'aider. Et elle avait plutôt tendance à adopter des comportements autodestructeurs et très dangereux sur le coup de l'émotion. Donc, une chose qu'elle me dit qui avait été très utile pour elle, dans son cas, c'est une des compétences, en fait, où ça permet de réduire l'agitation en modifiant ce qu'on appelle plus la chimie corporelle. Là. Mais tu sais, c'est vraiment de réguler le système sympathique, parasympathique. Puis dans son cas,
un bol d'eau froide où elle plongeait le visage, faire des exercices très intenses, 5 minutes pour espèce de libérer la tension physique qu'elle avait, étaient des compétences qui l'ont particulièrement aidée, simplement pour prendre comme un 10-15 minutes de recul pour lui permettre à ce moment-là de réfléchir à d'autres stratégies qu'elle pourrait employer. Un exemple, par exemple, du module avec la position dialectique, marcher vers le juste milieu, c'est beaucoup ce module-là sur le travail sur la validation, bien sûr, parce qu'au sein des familles, très souvent, c'est central, l'invalidation, comme je vous disais, qui peut être très subtile, d'autres fois plus évidente, mais de faire ressortir ce qu'on appelle, nous, les dilemmes dialectiques, c'est-à-dire, des fois, on est pris dans des positions très polarisées au sein des familles, ou même les parents se rendent compte qu'ils peuvent osciller entre des positions très, très extrêmes. Puis parfois, les ados en viennent à adopter un peu ces façons d'intégrer là. Ça, par exemple, ce dilemme dialectique-là, c'était de voir que, par exemple, on avait une maman qui, des fois, était extrêmement sévère, intrusive, cadrante, puis à d'autres moments, complètement désengagée, permissive, qui n'était pas du tout réceptive aux signaux de détresse de sa fille. Donc, on avait cette espèce d'alternance très, très extrême. Et la jeune avait tendance également à employer ce genre de mécanisme où elle allait d'un pôle à l'autre. Donc, ça, c'était des choses qui étaient également travaillées. Pour la régulation émotionnelle, c'est davantage d'essayer de reconnaître et de comprendre les émotions en validant les faits, puis de l'aider à bâtir un sentiment de compétence parce qu'elle tombait vraiment dans l'extrême de se juger comme étant complètement incompétente, donc dans quoi elle pouvait essayer de raccrocher un certain sentiment de compétence. Pour son cas, ça a été vraiment la danse qu'elle avait mis à l'avant-plan. Puis finalement, dans l'efficacité interpersonnelle, une des compétences qui, elle, l'avait aidée, c'était beaucoup dans l'amélioration de la communication, mais l'affirmation de soi, elle avait beaucoup de difficultés à dire non, à s'opposer, tout ça. Bien sûr, ce que je vous ai fait, c'est un espèce de survol excessivement rapide, puisque nous, on prend 20 semaines pour enseigner toutes sortes de différentes compétences. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est quand même de vous illustrer un peu quelles pouvaient être les stratégies qui sont utilisées. Je vous ai parlé tout à l'heure des cibles thérapeutiques. Alors, ce que je trouve vraiment aidant dans les contextes de thérapie individuelle en DBT, c'est qu'on utilise un journal de bord, puis on a des cibles de priorité. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder ensemble, est-ce qu'il y a présence de gestes suicidaires, parasuicidaires dans la semaine? Et si oui, on s'y attarde pour comprendre ce qui s'est passé, puis essayer de mettre en place des stratégies, des compétences alternatives. Parce que ce qu'on se rend compte des fois, pour eux, c'est arrivé il y a 3 jours, c'est fait, c'est fini, ils veulent plutôt nous parler du conflit qu'ils ont vécu l'après-midi même avec un ami. Mais on va leur dire, bien, on va d'abord s'assurer que tu as tout ce qu'il faut comme moyen pour réfléchir les choses. S'il y a une prochaine situation qui se passe, c'est notre priorité pour pas que ça se reproduise. La cible thérapeutique, en deuxième niveau, c'est tout ce qui est les comportements qui vont interférer avec la thérapie. Donc, ce que ça veut dire, c'est si, par exemple, un jeune ne remplissait pas le journal de bord, s'il ne venait pas à la rencontre, s'il arrive en retard, et même les comportements du thérapeute aussi, hein, s'il y a des éléments qui font qu'on a l'impression que ça interfère avec l'alliance, avec le lien, il faut en parler, il faut regarder qu'est-ce qui... donc, on va vraiment mettre ça comme une cible thérapeutique en priorité 2. Puis, l'autre cible thérapeutique importante, c'est que tous les comportements qui affectent la qualité de vie. Donc, bien sûr, prise de substances, absentéisme scolaire, les pertes d'emploi, les conflits interpersonnels, sommeil, alimentation. Tout ça, ça va être aussi regardé avec, comme je vous disais, cette priorisation. Puis, à base du triangle, c'est bien sûr s'asseoir sur les forces et facteurs protecteurs de la personne, puis comment elle peut acquérir et maintenir des compétences DBT au fil des semaines, puis voir comment à ce moment-là, on peut un peu moins être dans les cibles thérapeutiques de priorité 1, puis c'est habituellement ce qu'on vit, c'est-à-dire les premières semaines, parfois, on intervient beaucoup en cible thérapeutique de niveau 1 pour finalement se rendre compte qu'on s'en vient à travailler de plus en plus d'autres cibles par la suite.
Finalement, je vous ai comme illustré un outil qu'on utilise en thérapie individuelle que vous connaissez sûrement. C'est rien de nouveau, mais je trouvais ça intéressant à la lumière de la DBT, de pouvoir vous dire un peu, vous illustrer un petit peu comment ça peut se conceptualiser. Donc, l'analyse en chaîne, en fond, c'est quand on se retrouve à avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un geste qui rentre dans nos cibles priorité numéro un, ben, on va vouloir ensemble, avec la personne, essayer de comprendre ce qui s'est passé, puis tous les maillons interreliés pour voir de quelle façon on pourrait faire en sorte que, comme je vous disais, une prochaine situation similaire, il y ait autre chose qui soit mis en place qu'un geste impulsif et dangereux. Donc, si on regarde au centre, on va indiquer, puis moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment, j'ai des feuilles comme ça qui sont vierges, je la remets, puis on le travaille ensemble, mais c'est vraiment l'ado qui va le compléter. Donc, il utilise ses mots, c'est lui qui les réfléchit, puis on voit ensemble de quelle façon on peut le réfléchir pour justement mieux saisir tous les enjeux. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, au centre, on viendrait indiquer le geste suicidaire qui a été une intox médicamenteuse pour sa part. Et on essaie de comprendre, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Dans ce cas-ci, elle a rapidement identifié qu'elle avait eu une rupture avec son copain et voir par la suite qu'est-ce que, dans le maillon important de la chaîne, là, c'est bien sûr, c'est quoi les émotions, les sensations, les pensées qui sont venues. Puis elle a bien identifié, bon, la tristesse importante, la colère, voire de la rage, du désespoir. Puis beaucoup de pensées autodévalorisantes, personne m'aime, je vaux rien, je me sens abandonnée. Et au plan physique, une grande tension interne, un malaise physique. Puis ce que je n'ai pas indiqué, c'est on peut aussi indiquer des actions, mais dans ce cas-ci, je pense qu'elle avait texté à répétition le copain en question qui ne répondait pas, donc ça avait activé sa détresse à ce moment-là, d'où le geste suicidaire. Puis par la suite, ce qu'on regarde, c'est à l'extrême gauche, on vient voir ensemble, est-ce que, compte tenu de ta réaction émotionnelle intense, est-ce qu'on identifie ensemble des facteurs de vulnérabilité qui pourraient avoir rendu la réaction d'autant plus intense, justement? Donc, dans son cas, elle me disait qu'elle avait beaucoup de pensées en lien avec le trouble alimentaire, c'était très envahissant, l'insomnie récurrente dans les derniers jours qui avait entraîné la fatigue, l'irritabilité. Elle identifiait aussi une instabilité au niveau de la prise de médication, puis elle avait eu un épisode de binge drinking la veille. Donc, le pourquoi on identifie ça, c'est que ça nous aide ensuite à voir sur quoi on pourrait intervenir ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut cibler ensemble parce qu'elle va reconnaître que dans ces moments-là, elle est plus sujette à réagir intensément, puis qu'elle est encore plus mal prise, si je peux dire. Donc, ça va nous permettre de dire, ben, est-ce que peut-être ça ne serait pas pertinent de venir intervenir sur ces facteurs-là pour réduire le risque d'une réaction impulsive. Et l'autre partie importante que je trouve, c'est vraiment toute la partie des conséquences à court terme aussi, puis à moyen long terme. Puis est-ce qu'il y a des éléments de renforcement? Je vous explique, c'est que sur le coup, elle peut nous dire, elle m'a dit, ben oui, ça soulage. J'ai fait quelque chose qui a soulagé la tension puis le malaise que j'avais en faisant le geste. Comme conséquence, ça l'a amené à l'urgence. Ça a beaucoup inquiété et immobilisé son entourage. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ben, ça vient un peu renforcer parce que je me rends compte que le geste qu'il vient faire, ce qui mobilise mon entourage, ça vient un peu calmer le personne ne m'aime, puis je vaux rien. Par contre, elle se rendait compte par la suite, ça avait amené de la honte, du regret, de la déception par rapport à elle-même. Et là, rebelote, on se retrouvait à avoir réalimenté toute la notion de je vaux rien, puis je fais juste du trouble, puis je dérange tout le monde. Donc, cette façon de décortiquer les choses permet de mettre en place par la suite, puis on essaie de les identifier
des identifier, les biais cognitifs. Hein. Personne m'aime maintenant, il me laisse, donc personne n'aimera jamais. Et en même temps, de valider que dans un cas de souffrance comme celui-là, elle a eu besoin de trouver un moyen pour s'apaiser. Donc, oui, ça a fonctionné, que ce soit l'automutilation, puis elle a identifié aussi que les binge drinking, c'était une façon de réguler ses émotions, puis que ça arrivait dans des moments où elle était particulièrement dysrégulée, qu'il y avait eu des éléments difficiles pour elle dans la semaine. Donc, c'est d'identifier qu'est-ce qui va effectivement répondre à cette souffrance-là, puis de voir est-ce qu'il y a d'autres façons d'essayer de diminuer la souffrance, parce que la souffrance, elle est bien réelle. Et à ce moment-là, c'est d'essayer de voir ensemble comment, dans le cadre de la thérapie, on peut mettre en lumière les éléments sur lesquels on veut davantage mettre l'accent, puis sur lesquels on pense qu'il y a des moyens pour l'intervention. Donc, je vous ai fait un survol, mais excessivement rapide, j'en conviens. Je vous ai mis quelques références là, à la fin avec des petites capsules YouTube sur YouTube là, de différentes compétences DBT. Mais je ne sais pas si ça a suscité de l'intérêt, des questions, des commentaires. En tout cas, je sais bien que c'est un survol qui est très rapide, mais qui en même temps, moi, ce que je voyais, c'est comment il y a des choses qui peuvent probablement s'appliquer, puis vous pourrez me dire, là. Mais pour faire de la thérapie, pas seulement sur une modalité DBT, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utiles ou qu'on peut utiliser dans d'autres contextes. Donc, je suis ouverte à s'il y avait des commentaires, questions. Je ne sais pas le temps que vous avez. Remarquez, je sais que le temps est compté, là, donc vous me direz. Écoutez, on peut certainement là, prendre un petit peu de temps, quelques minutes pour les questions, commentaires.